Donc, c'est le métier de faire des livres professionnels et, si vous êtes chanceux, de vous aider dans votre écriture. Parce que sinon, on est toujours tout seul. Et c'est dangereux d'avoir des tics. C'est dangereux de penser qu'on est dans une veine extraordinaire quand on est juste un petit peu à côté de la coche. En fait, tout seul devant ton bureau avec ton dictionnaire, tu peux partir sur des ballons. Non, mais c'est vrai! C'est vrai, puis à un moment donné, c'est dans le dialogue, puis la conversation et les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi t'écris? Hey, foutue question. Ça a l'air d'être la question la plus niaiseuse au monde. Pourquoi t'écris et surtout pourquoi tu veux publier? Parce que c'est deux affaires. Le geste d'écrire, d'avoir envie, c'est une chose. Hein? De faire un journal, d'écrire des lettres. Mais de vouloir envoyer ça à quelqu'un d'autre, pourquoi? C'est important d'avoir des pistes de réponse, ne serait-ce que pour être capable de cibler la flèche de manière plus précise. Pourquoi j'écris, qui je veux atteindre, à qui je veux parler. Tu sais, je fais de la poésie, j'ai un lectorat d'à peu près 300 personnes, 700 si je suis chanceuse. Il faut que je sache pourquoi je le fais, parce que sinon c'est vraiment déprimant. Alors que si je sais exactement pourquoi je fais ça, puis que les 15 personnes qui vont peut-être comprendre ou poser des bonnes questions ou recevoir, il va vraiment y avoir une résonance, c'est ridicule! En termes de travail et de rendu, c'est ridicule, mais ça fait partie de la beauté de la chose. C'est là que ça irradie. Est-ce que le sculpteur, le peintre, se pose les mêmes questions? J'espère. Il n'y a peut-être pas le même rapport au marché, quoique c'est encore drôle en art visuel. Mais quand on parle du livre présentement, c'est quelque chose qui est très vaste. Tu sais, moi, on est ici pour se parler de poésie ici aujourd'hui, mais le livre, c'est aussi le livre de recettes, c'est aussi le polar, c'est aussi la biographie de Florence K sur sa dépression, c'est aussi le guide de voyage Ulysse. Est-ce que le sculpteur, mais tu as la même chose, je pense. Je trouve que tu mêles un peu l'artisanat et l'artisan qui fait de la poésie. Oui, mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Ouais. Ben, il y a quelque chose qui est plus digeste. Je ne sais pas, le sculpteur, s'il fait des... on peut prendre des sculpteurs qui font des choses pour faire... qui vont prendre toutes sortes de choses, qui vont faire des assemblages comme ça, mais c'est le fait de créer quelque chose de spécial. Je pense, comment il s'appelle celui qui écrit La vallée des avalées? Régent qui fait des œuvres, le nom de plantes, je crois, je me souviens plus. Rock Plante. Et j'avais vu une exposition qu'il avait fait à la Maison de la Culture Frontenac. C'est tout un collage de pièces, hétéroclites, mais est-ce qu'il a continué à en faire? Je ne sais pas, mais ici, c'est l'expression, c'est qu'est-ce qui devient artistique et qu'est-ce qui devient tout simplement un objet bien ordinaire. Mais ce que je dis, c'est que la plupart des gens qui le font, tu as certaines personnes qui le font parce qu'ils visent un produit de marché, un livre de recettes, mettons. Mais tu as beaucoup de monde qui le font et tout le monde pense que ça va être extraordinaire. C'est ça que je dis, c'est qu'on est des très mauvais lecteurs de nous-mêmes. Mais là, on rentre dans la psychologie. C'est là que c'est le fun! Et dans la philosophie et dans le pourquoi on écrit. C'est là que moi, je trouve ça super trippant. Mais je me pose aussi toutes ces questions-là, parce que Mariette, elle l'a dit tantôt aussi, vous l'avez entendu, j'ai publié mon premier livre à 16 ans, un petit peu à la fois par accident, puis par, chemin tracé, parce qu'à ce moment-là, ma mère avait une maison d'édition. Puis on continue à s'engueuler régulièrement parce que moi, je dis que si elle n'avait pas eu la maison d'édition, j'aurais jamais publié à cet âge-là, mais elle a dit qu'elle avait déjà signé avec le prix Critère que j'ai gagné, comme quoi elle publierait le gagnant. Puis je continue à ne pas la croire. De toute façon, n'empêche que le fait que ce soit ma mère qui m'ait publié, même si c'est une chance extraordinaire, fait que pour moi, c'est un peu, pas vrai. Oui, je sais. Vous pourrez l'appeler et dire qu'elle a donc raison, c'est la fête des mères, ça va y faire plaisir.
Ça reste le syndrome de l'imposteur. Ben voilà. Mais on s'entend que c'est trop jeune. 16 ans. Bon, j'aurais beaucoup aimé être Rimbaud, j'aurais aimé être... Mais les gens de chambre étaient jeunes aussi. Là. Ouais, mais j'ai pas ce talent. J'avais pas ce talent-là à ce moment-là. D'accord. Je suis prête à défendre ce que je fais maintenant. Ce que j'ai fait à cet âge-là, je ne vais pas le défendre. Vous allez peut-être aimer ça, ça va être super. Si vous allez le lire et vous aimez ça, bravo. Moi, je suis un peu gênée. Vraiment comme... J'aurais peut-être pu attendre quelques années. Mais c'est le fait d'être embarqué rapidement là-dedans et dans tout ce qui est le milieu de l'édition. Donc oui, faire de la poésie et aspirer à faire quelque chose de fantastique qui va perdurer dans le temps. Parce que c'est ça, c'est le désir de laisser des traces. Mais c'est aussi travailler avec un éditeur, choisir une page couverture, faire des salons du livre. Hey, faire des salons du livre comme des poètes, là, puis tu te retrouves à Trois-Rivières à côté de la fille qui signe bouillon de poulet pour l'âme. Toi, t'as personne, puis qu'elle a plein de monde. Il faut que tu saches pourquoi tu fais de la poésie. C'est vraiment tough pour la morale. C'est vraiment tough. Là, il y a des petits jeunes qui viennent te demander si t'as des signets gratuits, s'il vous plaît. Wow! Fait que veux pas, ma vision du livre est indissociable. Tu as raison là-dessus. J'ai encore la vision sacrée de la poésie puis des mots, mais elle est indissociable de la réalité puis du côté trivial. Mon plus beau, je ne sais pas c'est lequel. Je vais vous en lire quelques-uns, mais mon plus beau, je ne suis pas capable d'arrêter. De toute façon, mon plus beau, c'est toujours celui qui est à venir. Voilà, c'est ça. Ben oui, oui, monsieur. Pourquoi vous écrivez? Je vous aime. C'est ça la réponse? Non. J'écris parce que j'ai... La poésie de... La poésie. OK. Mais tout se rejoint. Tout se rejoint. J'écris pour arriver à avoir l'impression, une fraction de seconde, que sur des affaires vraiment précises et intimes, que moi je sens, à ma manière. Ça a l'air trivial, mais on les connaît toutes. La peur de mourir, la pulsion de vivre, le désir, le sexe. Mais la manière dont je le sens vraiment, ça ne correspond pas pantoute à la manière dont je l'entends dans la vie. Si, en forgeant un langage poétique qui en plus est un peu difficile à capter, pas super facile, si j'arrive à t'intéresser une fraction de seconde, je suis vivante. Le désir d'exister à travers le lecteur. Oui. Et c'est irrésoluble. C'est irrésoluble parce qu'après, quand tu relis un vieux poème, il n'est jamais assez bon, puisque je dis en boutade, le meilleur poème, c'est toujours celui qui va être à venir. Mais je ne trouve pas. Mais il y a le fantasme aussi de cette maladie-là qui est un jour le super poème ou le super livre ferait que ça c'est résolu et que j'aurais plus besoin d'écrire et que ce serait la paix. Ce serait beau. Ce serait pas une chute, ce serait juste voilà. That's done. Passons à autre chose, allons faire pousser des tomates. Ça n'arrivera pas, on s'entend que c'est une maladie mentale, c'est clair. C'est une maladie mentale qui s'exprime de manière socialement acceptable. Pourquoi pas? Oui. J'ai pas su te lancer de la ligne. Je me demandais quel poème tu pourrais nous faire. Moi, j'en ai vu sur Internet qui est pas mal beau. Je sais pas lequel. Il y en a juste un. Non, il y en a plusieurs, mais il faut les chercher. Tu lis publiquement devant. Ce ne sont pas faciles, mais il y en a beaucoup. Il y en a un que tu as fait publiquement on l'entend. C'est le seul que j'ai vu qui est oui, mais ça sur parlait YouTube, de quoi? en fait, sur Ça YouTube. parle de quoi? Je me souviens pas. C'est mais ça, une il existence. y en a au moins 3-4. Mais je vais vous en lire, inquiétez-vous pas, je m'en vais là. Je vais vous en lire, inquiétez-vous pas, je m'en vais là. Donc, grosso modo, quand j'ai publié donc, Corps étranger en 91, dans la maison d'édition de ma mère, et après, il y a eu un long chemin pour me défaire, grosso modo, de l'empreinte de mes parents, parce que mon père écrivait aussi de la poésie à ce moment-là. Maladie mentale, je vous dis. Et c'est pas une maladie mentale, je suis pas d'accord avec ça. c'est une blague. Non, mais la façon dont vous le dites, c'est très intense. Mais on retrouve beaucoup d'auteurs, d'écrivains en psychiatrie. Je pense qu'elle parlait de folie. Ça, c'est de la Belle création. folie. Faire une folie reçue, une folie qu'on nous a donnée. Mais c'est un peu fou. Témoigner et donner en retour. Oui. Mais c'est un peu fou.
Et puis avec un don pour les mots. Avec un don pour les mots. Et ça rejoint exactement le sculpteur dont parlait monsieur. Exact. Mon père était sculpteur. Et pourquoi, on aurait pu lui poser la même question, pourquoi sculptez-vous? Oui. C'était irraisonné. Oui. Il était né pour ça. Voilà. Il avait fait 8 ans de dessin. Il avait fait toutes les choses. Et pour lui, c'était créé. Oui. Et il me disait, je prends un morceau. Il était stopper au départ. Et il prenait un morceau de bois, il pensait à une statue, et comme un écrivain, votre plume vous emmène quelque part ailleurs que la pensée première, lui, il faisait une sculpture, mais qui n'était complètement différente de ce qu'il avait songé au début. Mais quand je parle de maladie mentale, c'est une boutade, mais c'est une boutade à demi en ce sens, comme je disais à monsieur, que c'est une quête éternelle. Donc il y a quelque chose qui est de la dépendance. Si tu regardes, c'est positif, c'est socialement acceptable, mais c'est le même truc de j'y arrive pas, qui peut te conduire à l'alcoolisme, à la drogue ou à n'importe quelle autre niaiserie qui n'est pas positive. Oui, c'est positif, c'est super! C'est super! Donc, c'est une boutade et c'est intense, mais c'est comme, c'est irrésolu. Donc, pour me... Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une recherche intense sur le fond de... Oui. Oui, la personnalité, de retrouver de ce qu'on veut partager, oui, ou de ce qu'on ne veut pas partager, puis de ce par quoi on s'identifie. Fait qu'il y a eu comme un grand chemin pour moi pour me séparer en quelque sorte de l'empreinte de mes parents, puisqu'ils étaient très, très proches en écriture, hein, et de faire, OK, qu'est-ce qui me caractérise par rapport à ça? Et dans Cassandre, donc, le livre qui est venu après, c'est un narrateur masculin. C'est un il, entre autres parce qu'une des choses qui me travaille, et à ce moment-là, je ne le comprenais pas très bien, maintenant je le comprends mieux, c'est l'impression que c'est quand même beaucoup plus dur pour une fille ou pour une femme de pouvoir dire « voilà, j'écris et je vais être solide ». Il y a un poids historique qui fait que, messieurs, vous êtes avantagés. Tant mieux pour vous, c'est un privilège invisible, mais ça fait beaucoup moins longtemps, nous, qu'on est dans les institutions, qu'on est supporté, qu'on est reconnu. Vous pouvez le regarder, c'est un regard en féminisme, vous pouvez voir, on est plus absente partout de la place publique. Donc, comment est-ce que je peux faire pour essayer d'aller au-delà de ça? Je dis, bon, ben, je vais écrire comme si j'étais un gars. Ça se peut pas, mais pourquoi pas? On va essayer de faire ça, tu sais. Et de parler d'une relation d'amour un peu étrange, un peu axée sur la colère, et de partir très simplement du terme « la chienne à Jacques » comme si c'était un mot d'amour. De faire un long poème narratif, donc c'est pas un poème à la fois, c'est une longue suite. Je vous en lis un petit extrait. Puis on remonte dans le temps, c'est quand même en 2005. Tu gardes les souvenirs à ton cou, une mèche dans un pendentif, une odeur, les douleurs gardées vives, cette mémoire métallique, une laisse attachée sur hier. Ta carne dessous est rouge, douleur sur douleur. Ta peau pelée à la gorge et juste en haut des cuisses. Les ornières tracées dans ta robe animale, les ravages dans le pur cuir de ton cœur. Tu vois d'avance dedans la main des autres, une laisse attachée sur deux mains, un sens canin venu de ta mère, un prédire. Ton syndrome de Cassandre, ce que tu sens, tu le sais, ça change le mal de place. Ta paupière est le voile qui sépare les morts et les vivants. Ta gueule ouverte est une porte sur le sang du ciel. La misère évaporée de ta bouche n'est rien d'autre qu'une buée attrapable. Tu la serres par la queue pour ramancher l'avenir. Tes longs cils sales qui se savent de chienne sont le seul accès au festin de ton âme. Les chefs y mangent la soupe, la première, en sapant sans rien dire, pendant que tu lis dans l'amour neuf toutes les patates à venir, le rance, le malade, tes prédisances. Les malheurs appelés par leur nom, et moi dedans comme un vieux cul, parmi les hommes de marbre que tu sais, ceux du siècle prochain et de seulement demain. Tu en hurles d'avance, tu gueules, tu me rends sourd. Tu n'as eu qu'à poser le bout gras de tes doigts sur mon corps déjà si sec par l'habitude pour compter une à une les lignes et les nœuds, les nervures, les cicatrices.
comme tu l'aurais fait pour un vieil arbre tordu, planté par ton grand-père, abattu vif par ton père pour mieux chauffer ta mère, afin d'apprendre son âge. Je voudrais t'aimer dans le non-temps, ô ma sœur, ma femme, ma mère et ma chienne, avant que tes seins ne tombent comme des pommes. Puis ça continue. Puis c'est là que j'ai commencé en quelque sorte justement à chercher quelque chose qui me ressemblait plus, qui est peut-être plus difficile à recevoir aussi, qui est plus hargneux, qui est plus âpre en quelque sorte, mais qui me correspond. Mais d'osciller à travers ça, puis de faire comme, OK, comment je peux rester écoutable aussi tout le temps, tu sais, sans nécessairement être super grand public. C'est vraiment une espèce de jeu du financier. Après ça, pour corps étranger, ça a été super bien. Cassandre et corps étranger, je suis partie en quelque sorte avec une idée, un projet dans ma tête, cette idée-là. La chienne à Jacques, l'histoire d'amour, une histoire d'amour grosso modo. J'ai 2 poèmes de base qui m'intéressent. Quand je dis qui m'intéressent, c'est en général dans mes carnets de notes. Je lis quelque chose et je ne me reconnais pas. Je me souviens pas de l'avoir écrit, puis je suis comme, ah, c'est mon écriture. Qui a écrit ça? Vraiment quelque chose de qui est rentré dans mon carnet. Et là, je fais, OK, là, ça m'intéresse. C'est pas mon moi quotidien. Je me reconnais même pas là-dedans, donc on va aller creuser ça. Fait que je peux partir de 1 ou 2 poèmes. Pour celui-là, c'était vraiment le poème sur la chienne à Jacques, qui est celui-là, qui est la réelle part d'inspiration de tout ce livre, c'est ça. Le reste, il y a des petites parts d'inspiration, des petites notes à droite à gauche, mais le reste, c'est du travail. Dans Corps étranger, ça a été un peu le même processus. Il y a un poème qui est arrivé que j'ai écrit par terre sur le plancher de ma cuisine, je m'en souviens encore, qui était sur j'avais des grands rouleaux de papier à ce moment-là, ça m'amusait, ça m'amuse encore. Puis je suis partie dans un jet, je ne l'ai presque pas retravaillé. Ça, c'est pas pire, c'est le fun quand ton premier poème de base, il fait 6 pages, c'est correct. Mais après, tu fais, OK, faut que je me rende là, qu'est-ce qu'il y a autour? Puis le reste, c'est du travail. Oui, des yeux. Et Corps étranger est vraiment parti d'une histoire de cul. Même pas une histoire d'amour, une histoire de cul qui a chamboulé ma vision de la sexualité autour de, je sais pas, 25 ou 26 ans, avec un gars insignifiant. Mais que ça a fait comme, wow, ça peut être ça! J'ai trouvé ça infiniment poétique. Et ça, j'avais envie de parler de ça. Tu fais cette espèce, qu'est-ce qui se passe? Je me sentais pas du tout pitoune en bikini sur un poster, mais il y avait quelque chose de sauvage et de riche à travers ça. Puis comme je dis, le gars en question était investi par ce qu'il m'apportait comme ça, mais ça n'a pas été une histoire d'amour. Oui, une histoire d'amour, mais une histoire d'amour de cul. Tu fais comment parler de ça? Comment le valoriser à mes propres yeux aussi? Là, on parle de quelque chose qui a duré une semaine. Parfait, ça n'a pas d'allure, c'est complètement déconnecté. Et c'est devenu, parce que lui était étranger, puis qu'en plus, on ne se comprenait même pas quand on se parlait, c'est vraiment l'histoire ridicule. Tu ne comprends même pas. C'est devenu ce rapport à l'autre, là. Tu fais, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on ne se comprend pas, mais qu'on se comprend? Et en l'écrivant, là aussi, j'avais une bonne idée, comme dans Cassandre. J'avais l'idée de ce dont je voulais parler. J'avais une certaine idée de ce que je voulais que la tonalité du livre soit. Et à un moment donné, c'est fini ou à peu près. Puis tu fais, ah, c'est ça. Ça a été un petit peu plus dur au début. Lui a été refusé quand je l'ai envoyé. Je l'ai retravaillé. Je l'ai envoyé à Nancy Houston pour lui demander une préface. Elle m'a répondu très gentiment, oui, mais ton recueil est un peu trop performatif. J'étais allée voir performatif dans le dictionnaire. J'ai broyé pendant 2 jours et j'ai tout recommencé. Elle avait raison. Trop proche de l'action auquel ça se rapporte. Trop collé sur ce dont c'était inspiré. Trop frontal, trop direct. Et puis, écoute, elle m'avait dit ça avec une élégance, en disant, je vais te le faire, mais je pense que... Et elle avait raison. Ouais. Fait que j'ai dit, OK,
changer plus les choses, transformer plus les choses. J'ai intégré une partie de rêve qui était là, que je ne savais pas comment contrôler. Et à un moment donné, en fin de travail, ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'étais un petit peu en finalité, je n'étais pas sûre si j'avais le livre encore. Alors, j'ai pris toutes les pages une à une, puis je les ai collées sur le mur de ma chambre. C'est le fun de la poésie, c'est des petits recueils, donc tu as juste besoin d'un mur. Un grand mur. Puis j'ai pris mes prismacolores, puis j'ai encerclé les mots qui revenaient le plus souvent, avec des couleurs différentes. Et je me suis rendu compte que moi, quand je pensais parler de cul, je parlais de l'enfance. Je me suis rendu compte que je parlais de mon enfance, puis du fait que j'étais triste que ça soit écrit. Et je suis revenue dans le track, j'ai fait, OK, c'est un livre sur l'enfance. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est ça qui se passe. Et c'est quelque part entre les deux. Est-ce que vous voulez le poème d'amour triste d'abord ou le poème sur l'enfance d'abord? Les deux. L'enfance d'abord. D'abord. Avant que d'être ce que je suis, je fais la route. Tout ce que j'ai été avant que d'être, tout ce que je suis avant que d'être. Le chemin des genoux gravés dans l'escalier et les mains. Les jours, les années bénies de ne pas parler et avant même le mollusque, le coquillage qui ne pouvait dire moi, mais qui déjà était. Le mur du signifiant qui sépare mes vies en quatre et dans la tranchée, les heures, que dis-je les heures, les jours entiers à courir sans queue ni tête, la girouette du plaisir de bouger gratis, la bicyclette et elle est rouge de vent, de joie immense qui file. Maud, Olivier, qui j'aimais pas. L'obstination enfantine, je savais que le soleil était une boule de feu et ses mêmes gestes, savoir, manger, leurs traces têtues laissées comme dans des neiges. On y perdait nos bottes. Des tunnels s'effondraient à nos coups, tout goûtait la laine mouillée, la moindre beauté m'endormait. Parfois je rêve que je fais la roue, c'est pareil que de vivre, mais avec du plaisir. À l'ancienne, les Dubé entassaient famille en pignon. Geneviève, Jacinthe, Sébastien, l'autre Catherine, et un nom oublié.